Je pense qu'un des derniers domaines aujourd'hui où je travaille, c'est un peu sur cette question du souffle. Alors vous avez bien compris que le souffle chamanique, mais pas seulement chamanique, que le souffle du chasseur, et le souffle aussi dans des flûtes, dans des aérophones, ça joue un rôle très important. C'est peut-être l'idée la plus, me semble, centrale de naissance et transformation. C'est-à-dire le souffle dans la mythologie, créer les choses. C'est-à-dire c'est par le souffle que les choses, elles ne sont pas créées ex nihilo. Il n'y a rien qui est créé à la base. Il n'y a pas un dieu qui est créé. Le dieu, le dieu, les héros culturels, sont des individus qui ont été soufflés, qui ont été, disons, qui ont reçu un souffle, qui ont été en quelque sorte produits par une action, disons humaine, si je puis dire. Comme je disais, il n'y a pas de transcendance. C'est le chamanisme comme une sorte de religion de l'immanence, bon, etc., où évidemment on peut très bien... on n'a pas besoin en fait de coupure, n'est-ce pas, ontologique entre les... S'il y en a peut-être, c'est entre vivant et mort plus qu'entre Dieu et humain, quoi. Encore que vivant et mort, c'est plus compliqué, mais enfin bref, je ne vais pas en parler là. Et donc, ce qui me renvoie aussi dans ces affaires de communication non verbale, c'est-à-dire le fait de communiquer dans beaucoup de ces cultures, pas dans toutes évidemment, par des procédés qui ne passent pas par le langage directement, qui passent par la musique, pourquoi pas, par les sons, c'est différent de musique, par le souffle, qui est les manières de souffler, et qui permettent de se mettre en contact et de communiquer avec des entités. Donc là, j'ai commencé, évidemment, avec des aérophones, avec le souffle chamanique, et le souffle de chasse, n'est-ce pas, qui sont les trois souffles sur lesquels j'ai un peu travaillé, et qui en fait est pratiquement similaire. Donc, l'idée du souffle implique aussi le fait qu'on souffle à travers quelque chose. On ne souffle pas à partir de rien du tout. Donc, l'idée du tube creux, de quelque chose à travers lequel le souffle passe, évidemment, a été un point tout de suite important. Et donc, je me suis mis à réfléchir un peu sur l'histoire du tube, ce que j'ai appelé une tubologie ou une métaphysique du tube. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, en fait, que même des arbres qui sont pleins, c'est-à-dire que ce n'est pas des palmiers, sont parfois perçus comme creux. Beaucoup de choses qui ne sont pas creuses sont perçues comme creux. Il y a une perception, parce qu'à l'intérieur circule de la sève des arbres, par exemple, circule une énergie, un souffle, n'est-ce pas? Et toujours avec cette idée que l'eau, c'est de la fumée, l'air, c'est du souffle. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à des choses un peu plus, de façon un peu plus, disons, cosmologique, quoi. Et j'ai commencé à travailler sur la sarbacane, bien évidemment, qui est l'arme de chasse, et qui était quelque chose de particulièrement personnel, qui est on soigne la sarbacane comme on soigne un malade. Voilà, donc une sarbacane, ça c'est une petite sarbacane, puisque avec ses différents, disons, accessoires, avec ici le coton sauvage, qui sert à faire la compression dans la chambre de la sarbacane. La sarbacane, bien sûr, est creuse. Il y a ici une dent de piranha, qui est un poisson carnivore, qui permet d'entailler la pointe des fléchettes
pour qu'elle reste à l'intérieur du corps. Par exemple, du singe, quand il retire la fléchette, le curare reste à l'intérieur. Le curare, donc, paralyse, en fait, et asphyxie, et le singe ou l'animal tombe, disons. Et même pour les gros, le gros gibier, ils avaient des fléchettes à double dose de curare. Et nous avons ici le carquois, dans lequel sont mis les flèches. Là, vous avez des centaines de flèches. Elles sont mises dans un carquois parce qu'elles sont badigeonnées au curare. Ce qui est intéressant, c'est que les animaux qui sont abattus avec le curare sont comestibles. Le curare a un effet quand il passe directement dans le sang. Mais quand il passe par le système digestif, ça, c'est pas bon. À la mort d'une personne, la sarbacane va avec le corps. C'est-à-dire, en principe, ils font des doubles funérailles, et ils font un trou dans la maison, ils mettent le corps, ils mettent tous ces objets, et notamment la sarbacane qui est vue comme un objet qu'on prête très très peu, très personnel. Alors, je répète, qu'on l'on peut soigner comme quand elle ne tire pas bien, quand elle est gauchée par un sortilège, disons, de chaman ennemi. Donc, on fait un rituel pour rectifier la sarbacane, qui est similaire au rituel thérapeutique pour les humains, n'est-ce pas? Alors, c'est un objet très compliqué. Et alors, en plus, il a une dimension cosmologique un petit peu inattendue parce que, en fait, les Yaguas conçoivent l'univers et la Terre en particulier sous la forme d'une sarbacane horizontale qui va d'est en ouest, l'est étant la bouche de la sarbacane, qui correspond en fait à l'endroit où des héros mythiques ont coupé un arbre qui, ensuite, en abattant, est devenu l'Amazone et est devenu la Terre. Et donc, à l'intérieur de cet arbre abattu, qui devient une sarbacane, en fait, les héros mythiques, en fait, soufflent, par leur souffle, donc, les premiers humains qui vont peupler la Terre. Donc, les humains sont le résultat du souffle de héros mythiques. Ils se placent, ces humains, à différents endroits du tube qui représente l'Amazone, c'est-à-dire la sève de l'arbre qui se transforme en Amazone et prend la forme, finalement, d'une sarbacane. Donc on voit le lien entre l'univers, la Terre, un arbre mythique que l'on retrouve dans beaucoup de mythologie, disons, amazonienne, qui, en s'abattant, forme la Terre, c'est-à-dire d'une position verticale, on passe à une position horizontale. Et justement, le monde était un peu statique quand l'arbre était à la verticale, et le monde se met en mouvement, c'est-à-dire l'histoire commence quand l'arbre, donc la sarbacane, devient une arme de chasse, c'est-à-dire où l'on peut souffler dedans et où des humains sont soufflés. Donc la marche du monde, si vous voulez, c'est une sorte de mise en activité de l'horlogerie cosmologique, si je puis dire. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce sujet, parce qu'il est traité comme une personne, ils ont un nom, on les soigne, on ne les prête pas, il vient avec le corps quand il est mort. Voilà, donc je continue avec ma sarbacane. Là, voilà. Alors, et c'est lié aussi à l'intérieur du corps des humains, le tube digestif étant associé finalement à l'âme de la sarbacane. L'estomac, qui est l'aboutissement, si l'on veut, schématiquement du tube digestif, correspond au carquois que l'on a vu. Et à l'intérieur de leur estomac, ils ont plusieurs, disons, de la nourriture, des choses qui mangent. Mais dans cette configuration de la sarbacane corps humain, il y a une particularité du corps du chaman.
la spécificité, si l'on peut dire, du corps chamanique, du corps du chaman, qui le différencie d'une certaine manière d'une personne du commun, c'est que son estomac, qui est l'équivalent du carquois de la sarbacane, est plein de fléchettes et plein de dards, ces dards, comme je vous ai expliqué au début, qui sont à la fois des maladies, mais qui ne sont pas seulement des maladies, qui sont aussi des éléments de connaissance, qui sont des entités vivantes, peuvent être des armes, peuvent être des boucliers de protection. Je vous l'ai montré quand on le tire, n'est-ce pas? Le corps du chaman est entouré de ces fléchettes invisibles qui permettent à ce que d'autres fléchettes envoyées, qui sont des maladies par d'autres chamans, ne puissent pas pénétrer à l'intérieur, une sorte de bouclier, de cuirasse, etc. Donc lui, le chaman, d'une certaine manière, il est vraiment une sarbacane chargée, pas une sarbacane vide, chargée de fléchettes qui sont à la fois des maladies, mais aussi des éléments de connaissance, qui lui permettent, par exemple, lorsqu'il faut rechercher une âme perdue qui se trouve dans une des étages de l'univers, alors il peut vomir une fléchette et l'envoyer chercher, finalement, cette âme, sachant qu'il y a toujours un fil invisible qui relie cette fléchette à son propriétaire, qui est celui qui la nourrit avec de la fumée de tabac, etc., dans son organisme. Il y a une relation vraiment très consubstantielle, disons. Donc, le corps du chaman, d'une certaine manière, est un corps sarbacane, mais c'est aussi un corps maladie, sain, un corps sain, plein de maladies, plein de connaissances, bien évidemment, et donc il doit préserver, autant qu'il peut, son stock de fléchettes, sachant que plus il en a, plus il peut guérir de maladies, puisqu'on ne peut guérir une maladie, c'est-à-dire extraire du corps du malade une fléchette, que si on a une fléchette équivalente, c'est-à-dire le virus équivalent, si vous voulez, dans son propre organisme. Sinon, on peut nous-mêmes être malade lorsque on récupère cette fléchette qu'on extrait du malade et que l'on va de nouveau placer et transformer dans son propre organisme comme une maladie qu'on contrôle, qui devient sous le contrôle du chaman, c'est-à-dire d'un élément exogène sorti du corps qui provoque la mort ou la maladie d'une personne, il en fait un objet intérieur qu'il contrôle de pouvoir. C'est-à-dire, c'est une maladie supplémentaire ou une connaissance supplémentaire qui vient toujours de l'extérieur. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de possibilité de connaissance. La connaissance du monde n'est pas dans l'humain, elle est justement dans les non-humains, ce qu'on appellerait, pour aller vivre dans la nature, même si la nature est culturelle, bien évidemment. Là, on n'arrête pas de le dire. Donc, du coup, il est clair que il prend beaucoup de soin à bien nourrir, bien s'occuper de tout le stock de maladies qu'il a chez lui, parce qu'en fait, c'est sa survie pour faire face à des attaques de chamans ennemis. Et il le fait justement en les nourrissant, comme je l'ai dit, avec du jus de tabac, ou enfin de la fumée de tabac, du jus de tabac, ou dans certains cas, on m'a expliqué, les chamans sont obligés de prendre beaucoup de purgatifs, je sais plus quoi, parce qu'ils sont aussi comme une femme qui doit nourrir son enfant. Il faut évidemment nourrir ses enfants fléchettes, en gros, qui sont dans l'estomac, comme dans une situation de fœtus, et entouré d'une sorte de bave qui correspond un peu aux limites amniotiques. Bon, il y a toute une féminisation, en fait, un problème de naissance qui joue là, puisqu'il peut aussi augmenter son stock uniquement par aussi nourrissement, c'est-à-dire pas seulement en prenant chez autrui, mais aussi en pouvant multiplier ses propres fléchettes, qui augmentent donc son pouvoir. Donc on voit la relation entre l'univers pensé dans son ensemble et le corps humain et le corps spécifique du chaman. Alors c'est un des éléments qui est avancé pour distinguer en fait les chamans entre eux. Je ne pense pas que chez les Yaguas, il y ait vraiment
une différence de gens qui ne seraient pas du tout chamans. C'est-à-dire, tout chasseur est un peu chaman, puisqu'il doit dialoguer diplomatiquement avec les esprits des animaux, par exemple, avant de chasser. Ça, c'est une communication par des chants, qui est de type chamanique. Mais il y a des gens, des chasseurs, qui vont pousser plus loin, si l'on veut, comment dire, cette connaissance, et qui peuvent être reconnus par leurs corréligionnaires comme des gens qui ont une puissance un peu supérieure à la moyenne. C'est cela que, en principe, sont reconnus comme chamans. Tout le monde est un petit peu chaman, mais il y en a que très peu qui sont élus chamans, en somme. Et très peu de femmes aussi, par le fait que l'initiation demande effectivement des périodes de jeûne. Le jeûne, c'est pareil, c'est pas de rien manger. Le jeûne, c'est pendant des mois et des mois, de prendre une seule substance pour la dominer, pour la connaître et pour l'ajouter à tes connaissances. Donc, jeûner, c'est pas mourir de faim, c'est seulement se focaliser sur 4-5 plantes, souvent c'est des plantes, pour les connaître à fond et pour voir comment finalement l'organisme va en somme accepter ou pas ces connaissances-là, etc. S'il est malade ou s'il vomit, etc. Ça peut être aussi une sorte d'indication qu'il ne faut pas mettre ça dans son arsenal, donc on tente autre chose. Hein. C'est souvent c'est comme un laboratoire, hein, ils font un peu des expériences, ils tâtonnent, voir quels sont les végétaux notamment qui peuvent être ajoutés à leur stock qu'ils ont. Donc c'est des gens qui se baladent. Alors ils se baladent comme des palmiers, comme des sarbacanes et comme aussi des stocks de fléchettes. C'est les gens, quand ils se promènent, ils déplacent un tas de choses. Bref, donc voilà par rapport à ce travail sur le tube. Alors je ne suis pas le seul, bien sûr. Il y a un collègue britannique, Steve Hugh Jones, qui est un grand spécialiste de cette question pour les populations du Negro, du Vaupés. Et il m'a beaucoup, disons, mis aussi, lui, une lumière sur le fait que les Yaguas ne sont pas un cas exceptionnel. Et donc, je travaille surtout aujourd'hui sur ce complexe. Et on peut même le rajouter à les colliers de dents humaines qui sont aussi des sortes de diffuseurs d'énergie qui représentent en fait un cylindre, enfin un tube, etc. Donc on peut aller beaucoup plus loin sur ces histoires-là. Bien, donc ça c'est un point. Il y avait encore deux ou trois questions qui pourraient aussi faire l'objet. Alors le livre, le livre en fait, qu'on a publié avec Jonathan Hill, qui porte sur les aérophones rituels, mais qui traite aussi de ces questions de la similitude entre la sarbacane, le corps, enfin, etc. Donc, bien.